Bonjour à tous, bienvenue à Endocat, votre émission d'information locale et régionale. Voici notre programmation pour l'édition du 10 novembre. La Semaine nationale des personnes proches aidantes, un budget participatif pour les citoyens de Caplan, un nouveau mémoire pour la protection des caribous montagnards de la Gaspésie, une série balado qui traite de la Gaspésie, l'agriculture de pommes de terre avec Patasol. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec la Semaine nationale des personnes proches aidantes. On en parle avec Marie-André Dumont, intervenante soutien aux proches aidants avec le Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. C'est la Semaine nationale des personnes proches aidants. Pourquoi c'est important de souligner cette semaine-là? C'est vraiment très important de souligner cette semaine-là. On est comme 3 400 000 Québécois proches aidants. Et c'est vraiment, on en a autour de nous, on en a un peu partout. Et ces gens-là, ils travaillent à longueur de journée, souvent à longueur de semaine. Ils n'ont pas de répit parce que c'est trop compliqué d'avoir du répit. Juste une semaine pour souligner leur rapport dans la société, leur rapport humain et de soutien. Qu'ils portent à leurs aînés. Je pense que c'est vraiment important. Selon vous, là, qu'est-ce que ça veut dire être proche aidant? Être proche aidant, c'est... en fait, ça peut être à tout âge, être proche aidant. Ça peut être momentané, parce que ça peut être quelqu'un qui a le cancer. Et puis qui a besoin d'aide momentanément ou pendant quelques mois ou pendant 1 an ou 2 ans, peu importe. C'est souvent les personnes âgées qui ont besoin d'aide, qui sont seules à la maison ou encore des gens qui sont démunis, qui ont des fragilités. Ça peut être aussi de prendre soin d'une personne qui est autiste ou encore de prendre soin d'une personne qui est déficiente, qui ne peut pas s'organiser tout seul. C'est tellement très large, c'est très large la proche aidance, vraiment. Bien, l'organisme l'API Proche aidance, c'est de faciliter l'aide aux personnes proches aidantes dans leur quotidien. Okay. Alors, ils offrent de l'information, de la formation pour les proches aidants, mais aussi pour les intervenants comme moi, vraiment. On peut aller là, il y a vraiment toutes sortes de formes de soutien. Il y a des dossiers sur n'importe quelle maladie. Souvent, quand on est proche aidant, on est inquiet aussi de ce qui va arriver à nos proches parce qu'on ne connaît pas tant la maladie. Fait que d'aller là, on a vraiment des mises en situation sur des problématiques. Souvent qui rassurent les proches aidants, comme s'ils n'étaient pas tout seuls à faire ça, comme s'ils ne sont pas tout seuls dans la vie. Il y en a d'autres qui ont aussi les mêmes problématiques qu'eux. Là. Dans quel domaine les Québécois ont plus besoin d'aide et de soutien? Oui, je dirais dans plusieurs domaines. Entre autres, moi, je dirais au départ psychologique, parce que souvent, on reste démunis, on n'est pas proche aidant. Fait qu'on a besoin de soutien, de support, on a besoin d'être informé. Oui, certaines personnes ont besoin de support avec le transport. Les personnes ont besoin de répit parce qu'ils sont là 24 heures sur 24 à la maison. Quel conseil vous donneriez à une personne proche aidant? Première chose, de prendre soin d'elle. De vérifier ces signes où la personne va être en perte elle-même d'énergie. Parce que quand tu supportes des aidés, c'est qu'à un moment donné, toi, tu y laisses beaucoup de ton énergie. Alors, il faut que tu sois alerte aux signes dans ton corps pour être capable d'aller chercher du support si tu en as besoin. D'aller voir quelles sont les ressources qui sont plus susceptibles de répondre à tes besoins en tant que proche aidant. Parce qu'il y a différentes formes de proche aidant. Il y a celle d'une personne qui peut aller rendre visite à quelqu'un pour y faire son épicerie, alors que l'autre est 24 heures sur 24 à la maison. Avec l'évolution d'une maladie, est-ce que ça peut devenir de plus en plus lourd aussi pour un proche aidant? Très lourd. À un moment donné, les gens, ils savent pas, ils sont démunis face à certaines situations parce que souvent, quand c'est ton conjoint qui, éventuellement, sa santé dégrade petit à petit, tu peux plus retrouver la même relation que tu avais avec cette personne-là. Alors, on devient un peu distant et la confrontation au niveau de la communication devient très, très, très forte. Alors, oui, ils ont besoin de soutien et souvent de répit dans ces cas-là. À un moment donné, ils peuvent plus faire du 24 heures sur 24 parce qu'ils sont épuisés. C'est eux qu'on va retrouver à l'hôpital dans pas longtemps.
L'appui donne beaucoup de dossiers d'information sur les programmes gouvernementaux sur lesquels ils peuvent aller chercher de l'information puis recevoir des gains financiers aussi par rapport à l'aide qu'ils apportent. Ils peuvent communiquer avec le Centre d'action bénévole, soutien proche aidant, où nous, on risque de les diriger face à ça. L'appui, c'est vraiment de faciliter le quotidien des proches aidants. Alors, ils ont vraiment une gamme de services, là, je ne vais pas toutes les nommer, il y en a tellement. Il faut juste aller sur leur site Internet, l'appui.org. C'est facile à trouver. L'appui a aussi une ligne de soutien aussi? Oui, soutien, je dirais pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. Bien, pour la semaine de la prochaine, moi, j'invite les gens à aller visiter leurs proches aidants. On a un ou deux ou trois, soit dans nos familles ou dans notre environnement. Je sais pas, faire une petite douceur. Eux, ils sont là à se donner à temps plein ou à temps partiel toute l'année. Alors, sinon, on peut leur donner du temps, leur offrir des périodes de temps pour qu'ils aillent prendre un café ou peu importe, ou encore leur amener une petite douceur. Ça peut juste faire du bien, puis nourrir ces êtres-là. Télévague a rencontré Mme Lise Castillo, la mairesse de la municipalité de Cap-Plante. La municipalité a eu la bonne idée d'offrir un budget participatif à ses citoyens. La mairesse nous en parle et on en a profité aussi pour discuter de leur 150e anniversaire qui arrive à grands pas. Madame la mairesse, c'est qui a eu l'idée de créer un budget participatif? Bien, initialement, ça fait 4 ans, dans notre programme là, d'élection, il y avait un conseiller et moi-même qui l'avait inscrit dans notre programmation. Oui. Puis, cette idée-là, au début, on en a discuté à la table du conseil, puis ça a été assez facile de convaincre les membres du conseil, puis assez rapide. Sauf qu'on voulait se donner quand même quelques années pour avoir quand même un budget intéressant pour faire le projet. C'est combien votre budget? 100 000 $ qu'on a décidé de mettre dans cette première édition-là du budget participatif pour permettre aux gens d'avoir un grand intérêt à pouvoir s'impliquer là, je vous dirais, dans les activités de la municipalité. Est-ce que les citoyens y ont bien répondu à l'appel de faire des projets? Oui, tout à fait. Puis on s'attendait même à un peu moins de participation, vu que c'était la première fois. Puis le terme budget participatif, on s'est rendu compte que les gens le saisissaient un petit peu moins bien, dans le sens que c'était un budget, c'était pas tout à fait clair dans la communication que c'était un budget qui leur appartenait pour nous monter un projet. Puis tranquillement, on a mieux préparé nos communications pour bien démystifier tout ça, puis on a eu 11 projets qui ont été présentés à la municipalité. Ça a été au-delà de ce qu'on pouvait estimer ou espérer pour un premier budget participatif. Et sur les 11 projets, combien vous en avez sélectionné que les gens peuvent voter? C'est 5 projets qui ont été retenus là, pour être au vote, parce que quand on dépose un projet, il faut que le projet se réalise dans l'année suivante. Okay. Ce qui fait que si on avait besoin des demandes des certificats au niveau de l'environnement ou des demandes au niveau de la zone agricole, ça pouvait retarder l'aboutissement du projet. Okay. Fait qu'il y avait certaines normes ou des règles municipales qu'il fallait s'assurer de respecter. Dans les projets, là, il y a les jeux d'eau pour les jeunes enfants à la plage de la rivière. Okay. Au sentier de la halte, il y a un projet qui est d'asphalter le sentier pour pouvoir donner accès aux personnes à mobilité réduite. Il y a aussi des stations d'exercice pour permettre aux gens de pouvoir faire des exercices. Il y a aussi, c'est pas tout à fait un pump track, là, mais c'est vraiment un jeu sur des buttes de terre pour que les jeunes puissent accéder. Puis pour l'autre projet, là, c'est vraiment un skatepark. Là. Puis à notre grande surprise, ce sont tous des projets qui sont vraiment au niveau de l'activité, de la santé, du bien-être. Fait que c'est quand même un bon message qu'on reçoit aussi de la population, des intérêts pour des projets qu'on voudrait mettre en place. Les citoyens, comment ils font pour voter? On a un lien sur le site, sur la page de la municipalité, où c'est budgetparticipatifcaplan.com. Puis les gens vont voter. Ils font le choix de 3 projets qui vont être numérotés premier, deuxième, troisième, puis un certain pointage. Puis lui qui va recevoir le plus haut pointage, il va être nommé le gagnant. Puis les gens peuvent aussi se présenter à la municipalité, recevoir un formulaire papier pour pouvoir le compléter, puis que le vote soit quand même inscrit sans passer sur une plateforme là, informatique. Le projet gagnant, ça va être à la prochaine séance du conseil municipal qui serait celle du 2 décembre.
En 2025, ça va être votre 150e anniversaire de la municipalité de Cap-Plan. Oui, ça aussi, ça va être une belle année pour la municipalité de souligner les 150 ans. Là, on a une belle programmation qui se prépare. On travaille là-dessus, ça fait déjà un certain temps, là, mais ça se concrétise, là, tout ça. Là. Fait qu'on va avoir assurément 3 moments forts dans la programmation, puis d'autres activités qui vont venir se greffer, là, qui vont être aussi intéressantes. Là. Vous allez avoir une cérémonie d'ouverture pour votre 150e? Oui, tout à fait. On a décidé là, de faire ce lancement-là, de rencontrer les gens. Puis ça fait partie des moments forts qu'on nomme, là, une cérémonie d'ouverture, de dire, on commence les fêtes du 150e à Cap-Lan, puis d'avoir une programmation un petit peu plus précise pour les gens, pour vraiment les intéresser, puis à s'intégrer, puis à donner du bénévolat s'ils veulent. On va tout le temps en vouloir puis en bénéficier. Là. Mais c'est vraiment là, de partir les festivités pour l'année 2025. S'il y a des citoyens qui seraient intéressés à donner leur nom pour du bénévolat, est-ce qu'ils font ça à l'Hôtel de Ville? Oui, ils peuvent s'adresser à l'Hôtel de Ville. Puis on a aussi une chargée du projet là, qui est sur Cathy Brière, qui est la responsable au niveau de la mise en place du 150e, fait que c'est sûr qu'elle va trouver une place pour une personne intéressée à faire une activité là, dans la communauté. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Michel Chouinard, conseiller stratégique au Conseil régional de l'environnement Gaspésie, nous informe sur le nouveau mémoire déposé au gouvernement provincial à propos de la protection des caribous montagnards de la Gaspésie. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur le mémoire qui a été signé pour donner au gouvernement à propos de la protection des caribous? Oui, c'est la table GIT, finalement, la table de gestion intégrée des ressources du territoire, qui est une table forestière là, qui regroupe plusieurs membres qui interviennent sur le territoire, comme par exemple ceux qui s'occupent des rivières à saumon, les chasseurs-pêcheurs, le conseil de l'eau, des groupes comme ça, dont le conseil régional de l'environnement aussi. Ils ont déposé un mémoire dans le cadre de l'enquête du gouvernement du Québec présente pour voir les meilleurs moyens d'intervention pour protéger le caribou montagnard de la Gaspésie. Cette table-là fait certaines recommandations et ces recommandations-là sont les suivantes, c'est-à-dire que le caribou montagnard de la Gaspésie se rétablisse afin d'assurer sa survie à long terme sans intervention humaine directe et récurrente à terme, que l'habitat du caribou soit protégé ou aménagé selon la tenue des terres actuelles. Des fois, c'est des milieux qui sont plus perturbés, donc on reboise et ce genre de choses-là. Que ces objectifs soient atteints en prenant en compte toutes les choses qui ont été adoptées au niveau, par exemple, forestier, les droits de coupe, ce genre de choses-là, et qu'il y ait des compensations. On veut atténuer les répercussions socio-économiques et que le gouvernement s'engage à compenser les impacts négatifs que ça peut avoir sur les populations. Donc, c'est ça les grandes recommandations là, de ce mémoire-là au niveau. On sait aussi que la MRC de la Haute-Gaspésie a fait un mémoire dans lequel elle rappelle certains éléments. Par contre, ils ne sont pas prêts à aller aussi loin. C'est vrai que c'est les plus touchés. Ils ne sont pas prêts à aller aussi loin là, dans les mesures à prendre pour protéger le caribou. Et donc, en compensation, il faut vraiment là, qu'il y ait des mesures qui soient prises là, pour aider les populations les plus touchées. Est-ce que le caribou montagnard en Gaspésie a des distinctions spécifiques que les autres caribous dans le Canada qui n'ont pas? Oui, en fait, les grands caribous, c'est des hardes de caribous qui sont dans la plaine, dans la toundra, dans différents milieux arctiques aussi. Et donc, ils font de la longue distance. Alors qu'ici, ils sont équipés, si vous voulez l'expression, ils sont équipés pour monter dans les montagnes. Donc, ils ont une façon, sont très résistants, sont très... par contre, à cause de cette chose-là, il faut que leur habitat soit assez protégé pour faire en sorte qu'il y ait la nourriture nécessaire pour pouvoir survivre à long terme. Et on doit se poser des questions par rapport à les interventions plus grandes qu'on a faites dans les milieux naturels et faire en sorte qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? Si ces espèces-là, les caribous, les bisons, non, c'est les bisons manqués et passés, plus tôt, il y a eu des espèces en grande quantité qui sont disparues. Et il faut vraiment penser à comment on fait les choses de manière à ce qu'on puisse léguer un capital naturel aussi riche que celui qu'on a reçu.
Est-ce que le gouvernement vous a donné une réponse aux mémoires que vous avez signées? Non, pas encore. Le gouvernement accumule les mémoires présentement. Ils vont les lire à un moment donné, mais effectivement, ils ont comme la pression publique de vraiment faire quelque chose à ce moment-ci. Là. Ils ne peuvent pas passer à côté ce coup-ci et dire, bon, mais on va reporter ça, comme ils ont fait depuis les 10 dernières années. Là. La sympathique Joanie Robichaud, qui travaille à son compte dans le domaine des communications, marketing et développement régional, nous présente sa toute première série de balados ayant comme thème la Gaspésie. Je suis consultante et stratège en communication, marketing et développement régional. Dans le fond, j'accompagne les entreprises et les organisations qui sont situées loin des centres urbains, dans mon cas majoritairement en Gaspésie, à se démarquer grâce au numérique, particulièrement les réseaux sociaux. Je fais surtout du coaching, de l'accompagnement puis de la formation. C'est quoi le thème des balados que tu viens de lancer? Mon balado s'appelle En Gaspésie avec Joanie parce que parallèlement à mon travail, je fais aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux. Sur TikTok notamment, je suis aussi très présente sur LinkedIn, Facebook, Instagram et on me connaît sous le nom de Joanie Gaspésie. Puis moi, ce qui m'intéresse, voire qui m'obsède, c'est l'appartenance, le sentiment qu'on a par rapport à la Gaspésie, notre fierté d'habiter le territoire, puis le fait qu'on se décrit d'abord et avant tout gaspésien ou gaspésienne. Puis c'est ce filon-là d'appartenance que j'ai voulu suivre dans mon balado. Donc, je rencontre un invité par épisode où on parle de son lien avec la Gaspésie. Toi qui es spécialiste d'un sujet de la Gaspésie, d'après toi, c'est pourquoi que les Gaspésiens sont tant solidaires? Bien, c'est sûr que le fait qu'on est une région plus éloignée des centres urbains, on a souvent eu à s'organiser par nous-mêmes à plein de niveaux. Puis je pense que ça a développé ce sentiment communautaire qui est très présent dans la région, puis qui persiste à travers les changements de société puis à travers les années. Puis je pense que ça fait en sorte que les gens se sentent vraiment fiers d'habiter ce territoire-là qui... Quand on regarde les statistiques, les données, c'est pas toujours ce qui est le plus encourageant, mais pourtant, les gens persistent et signent. Puis on voit que ça va de mieux en mieux dans la région, justement, parce que les gens sont tellement contents d'habiter ici qu'ils mettent tout en place pour que ça aille bien. Pourquoi tu as fait un virage de contenu de réseaux sociaux comme TikTok vers une série de balados? En fait, j'aime beaucoup le contenu que je fais sur les réseaux sociaux. J'en fais encore, sauf que sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est l'instantanéité, puis c'est très court. Moi, les vidéos que je fais sur TikTok, par exemple, c'est des 30 à 45 secondes. Donc, pour entrer dans un sujet, pour prendre le temps de démystifier, d'expliquer, c'est vraiment trop court. Donc, je me suis dit que le balado serait un outil génial pour vraiment aller en profondeur sur des sujets. Puis avec le balado, justement, je me mets pas de lunettes roses, là. Tout va pas bien partout, puis c'est normal d'en parler aussi. Fait qu'on va parler de défis, on parle d'enjeux, mais justement, d'en parler, selon moi, c'est une vraiment bonne façon de travailler sur cet enjeu-là. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples d'invités que tu as eus à tes balados? Certainement. Pour les premiers épisodes, j'ai eu Sébastien Galland, qui est animateur à la radio à SUFM dans la baie des Chaleurs, le sénateur Éric Forêt, qui est natif de Bonaventure, l'autrice, compositrice, interprète, comédienne Viviane Audette, qui est originaire de Maria. Ça a été des invités extrêmement généreux avec qui on a discuté justement de leur appartenance au territoire, parce que dans le cas d'Éric Forêt puis de Viviane Audette, ils habitent pas ici présentement, bien qu'ils soient natifs. J'ai aussi eu Emily Roberts, qui est conseillère élue à la Nation Micmac de Gaspègue. Avec Emily, on a parlé entre autres de bilinguisme, de communauté autochtone, mais aussi d'accès aux soins de santé, parce que Emily, dans la dernière année, a eu une tumeur au cerveau, puis d'avoir accès à des soins de santé quand on habite à Gaspé, c'est parfois un défi. Puis c'est pas parce que les gens sur place sont pas extrêmement professionnels, c'est des fois la distance qui va faire en sorte qu'il peut avoir certains défis. J'ai aussi l'entrepreneur Gabrielle Couture de Gabeco, qui me parle de leur lancement d'entreprise quand ils sont venus s'établir en Gaspésie, mais aussi le fait d'arriver en Gaspésie avec un conjoint, d'être un couple homosexuel qui habite en Gaspésie, comment ça se passe versus comment ça se passait à Montréal. Donc, c'est le genre de sujet qu'on peut aborder dans le balado. OK. Si tu aurais le choix de choisir n'importe quelle personnalité sur la planète, qui t'aimerais avoir sur un de tes balados? Oh, la bonne question. En fait, je dis souvent, moi, j'aimerais vraiment avoir Laurent Duvernay-Tardy. Je lance ça dans l'univers parce que il est pas né en Gaspésie. Il a jamais habité à long terme en Gaspésie, mais il est lié à la Gaspésie. Laurent Duvernay-Tardy a travaillé à l'école de voile de Gaspé pendant plusieurs années, a fait des stages en médecine à l'hôpital de Gaspé, et il y a des amis qui habitent encore à Gaspé, donc il y a un lien avec la Gaspésie. Puis moi, c'est de décortiquer ce lien-là, de voir qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie, dans sa carrière, qu'est-ce qu'il en retire, qu'est-ce qu'il en garde. Mais ça, j'adore faire ce genre de discussion-là, donc
je me croise des doigts qu'un jour je vais réussir à l'avoir. Mais ce qui est merveilleux en Gaspésie, c'est que je suis à une personne de tout le monde à qui j'ai envie de parler, parce que tout le monde se connaît. Ta série de balados a combien d'épisodes? Pour commencer, j'ai enregistré 14 épisodes pour la saison 1, si je peux dire. Donc, ça va sortir jusqu'au printemps prochain. Mais j'espère que ça va continuer là, bien au-delà de tout ça. J'ai honnêtement une liste de probablement une centaine de personnes que j'aimerais interviewer parce que c'est pas les gens intéressants puis pertinents qui manquent en lien avec la Gaspésie. C'est où qu'on peut les voir, ces balados-là? Si on veut les voir, parce que je les ai enregistrés vidéo, on peut aller sur ma chaîne YouTube Joanie Gaspésie. On peut aussi les écouter, comme la plupart des balados. C'est accessible sur Apple Podcasts, sur Spotify. C'est aussi sur mon site web joanniegaspésie.com. T'as reçu un prix au déjeuner des entreprises de la Chambre de commerce? Oui, en fait, j'ai été désignée entreprise du mois au déjeuner de la Chambre de commerce de la baie des Chaleurs. Donc, c'est les entrepreneurs qui étaient sur place qui votaient parmi les entrepreneurs, les entreprises qui se sont présentées. Puis, je suis très reconnaissante d'avoir reçu ce prix-là. Je suis justement allée parler du balado pendant le déjeuner. C'est ce que je voulais présenter à la communauté d'affaires pour les inviter à écouter le balado. Puis, je suis vraiment reconnaissante et touchée qu'on ait voté pour moi parce que ça donne une certaine visibilité au projet, justement. Pour 2025, t'as-tu des petites idées qui mijotent? J'ai toujours des petites idées qui mijotent pour 2025 ou pour toutes les années qui s'en viennent. J'aime beaucoup l'écriture. Ça fait plusieurs années que j'essaie de trouver du temps pour écrire. Je travaille sur un premier roman que je mets souvent trop de côté pour d'autres projets, mais j'aimerais vraiment pour 2025 que ça devienne une priorité. Mais j'ai aussi la volonté de me faire surprendre par des projets que j'aurais pas imaginés puis qui pourraient arriver. Donc, je me souhaite ça aussi pour 2025. Patasol, une entreprise bien établie dans notre région depuis plus de 50 ans, nous a ouvert ses portes pour découvrir l'univers de la pomme de terre. Jean-François Chabot, le copropriétaire avec sa conjointe de Patasol, nous renseigne sur leur ferme agricole. Après plus de 50 ans à la tête de Patasol, l'une des plus grandes entreprises agricoles de la région située à Bonaventure, Michel et Martin Poirier ont transmis les rênes à la nouvelle génération en janvier 2024. Cette transition s'est faite en douceur, permettant à Jean-François Chabot, agronome de formation, travaillant chez Patasol depuis 2002, d'acquérir l'entreprise avec sa conjointe, Julie Bacon. Ça fait aussi 22 ans qu'on est ensemble, moi et Julie. Puis notre couple a grandi là, avec Patasol aussi. Puis c'est un projet qu'on mijotait depuis un certain temps. Puis très, très content du move. C'est une ferme qui existe depuis combien de temps? La ferme a débuté en 1973 avec Martin et Michel, puis un oncle à Martin dans le temps. Ouais, c'est presque 50 ans, au-dessus de 50 ans. Premièrement, la pomme de terre, on ne plante pas une graine, on va planter un tubercule. Donc, on achète des tubercules d'un producteur qui est spécialisé en semences. On va planter fin mai, début juin. Cette année, on avait 8 ou 9 variétés différentes pour desservir tous les marchés, là, les rondes blanches, les rossettes, les rouges, les jaunes. Nous, on doit desservir toute l'année sur nos marchés, donc on a des variétés qui se conservent plus longtemps, d'autres qu'on doit couler plus rapidement. Fait que le choix des variétés est fait en conséquence de l'écoulement sur les marchés, puis de nos conditions ici là, en Gaspésie, là, de climat. Nous, ici à la ferme, on a une machine qui va en donner 4 rangs dans 2 rangs. C'est un peu difficile à expliquer, là. C'est des convoyeurs à chaîne là, qui vont déterrer les pommes de terre puis qui les nettoient. Là. Puis après ça, il y a une récolteuse qui repasse, qui ramasse. Puis là, on a des employés qui vont faire un tri, vont enlever les pommes de terre moins belles, les débris, les mottes, les roches. Puis après ça, c'est mis en entrepôt là, pour plusieurs mois. On a 2 entrepôts pour une capacité d'environ 70 000 poches de 50 livres. C'est tout entreposé en vrac avec des systèmes de ventilation, réfrigération, humidité là, pour conserver là, dans les bonnes conditions pour pouvoir conserver ça longtemps. Là. Presque 1 an. Ouais. Faites-vous des rotations dans les différents champs? Oui, pommes de terre, c'est important de faire des rotations.
Ici, comme les terrains sont un peu plus rares, on fait en rotation un an. Mais depuis 2016, on a intensifié l'utilisation des cultures de couverture pleine saison en rotation. On a délaissé les céréales. Cette année, c'était la première année où on ne faisait plus aucune céréale. Les cultures de couverture, en fait, on plante un mélange de... Cette année, c'était une quinzaine d'espèces différentes qui vont croître pendant toute la saison. Puis il y a même des variétés dans le mélange qui vont passer l'hiver sous la neige, puis qui sont toujours là au printemps suivant. Puis ça, c'est vraiment pour améliorer la santé du sol, la structure, la vie biologique dans le sol. Puis ça nous permet de diminuer les pressions de maladies dans les pommes de terre, puis d'augmenter la fertilité des sols. Là, je suis curieuse, qu'est-ce que vous faites pour les bébites à patates? Les rotations, ça peut aider. Mais en dernier recours, c'est sûr qu'on va toujours devoir utiliser des insecticides. Moi, ce que je fais, ma façon de travailler ici, c'est vraiment le dépistage dans le temps des dorifores. Puis en faisant des blocs de rotation, souvent, on va avoir à intervenir en bordure des champs. Puis on n'a pas besoin de traiter à l'intérieur du champ. Parce que les dorifores se promènent majoritairement en marchant. Ils vont souvent arriver en bordure de champ. Fait on dépiste plus souvent pendant la période des dorifores, puis on fait des traitements localisés pour diminuer la pression. Ça serait quoi les gros défis d'être un agriculteur? Il y en a beaucoup. Faut aimer les défis. Outre toute la réglementation, les demandes des consommateurs, les demandes de la société, les changements climatiques, tout le contexte économique. Écoute, il y en a beaucoup de défis. Là. Mais disons, là, comme cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Là. Ouais. Ça vous a-tu beaucoup affecté? Ça nous a affecté, effectivement. Pas pareil pour toutes les variétés, mais cette année, c'est une saison qui est, je dirais, moyenne un peu plus faible que la normale. Mais si on se compare à d'autres années de sécheresse qu'on a eues là, depuis 10 ans, c'était moins pire. C'était beaucoup moins pire. Il y a combien d'employés ici à Patasol? Ça varie, là. Ça peut aller d'une dizaine à une quinzaine d'employés là, durant l'année. Là. Les principaux projets, l'irrigation, ça, je pense qu'on s'en sort pas. On avait investi beaucoup dans la santé des sols pour essayer de diminuer l'impact des sécheresses ou des fortes pluies. Ça aide, mais en cas de sécheresse, je pense que l'irrigation, on en fait déjà un peu, mais il va falloir accroître la pratique là, pour se protéger, pour stabiliser les rendements. Ça, c'est pour ce qui est du champ. Puis ici, au poste d'emballage, on n'a pas de gros problèmes de main-d'œuvre actuellement, mais il faut y penser là, avec la main-d'œuvre qui vieillit, tout ça. On commence à regarder l'automatisation de certaines opérations là, dans le poste d'emballage. Bien, je vous remercie, c'est très intéressant, puis on vous souhaite des bonnes saisons à venir. Fait, merci. Avis de convocation à tous les membres de Télévague. Vous êtes cordialement invités à assister à l'Assemblée générale annuelle de votre télécommunautaire Télévague lundi le 11 novembre au studio de Télévague dès 19h. Vous pourrez alors prendre connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons le 11 novembre. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 10 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Télévague vous souhaite une bonne semaine à tous.